Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La vérité en face sur Sud Radio, et nous abordons ce matin le narcotrafic après les événements tragiques de Marseille. Ce narcotrafic qui a atteint un point de bascule effrayant, a dit Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, après l'assassinat du jeune frère d'Amine Kessassi. Alors Amine Kessassi est ce militant écologiste très engagé contre le narcotrafic. Nous allons y revenir dans un instant sur le mode opératoire qui a prévalu pour cet assassinat. Ça s'est passé jeudi dernier à Marseille en plein jour. Nous sommes avec notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Frédéric Saliba, vous êtes journaliste, auteur de Cartel, Voyage au pays des narcos aux éditions du Rocher. Il faut le préciser, vous connaissez bien le sujet. Je vous laisse faire la présentation. Vous avez vécu au Mexique. Oui, alors j'ai vécu plus de 15 ans au Mexique. J'étais correspondant du journal Le Monde. Et en fait, ce qui s'est passé au Mexique, quelque part, on pourrait dire que le Mexique a 15 ans d'avance sur ce qui peut se passer en Europe et en France particulièrement, en arrivant, donc moi, en 2006 au Mexique, en arrivant avec un président qui s'appelle Felipe Calderón, mal élu, et qui déclare la guerre au narcotrafic, et ça s'est embrasé. Il a mis le feu aux poudres en déployant l'armée, 50 000 militaires déployés sur le territoire. Les narcotrafiquants, les cartels qui étaient déjà très puissants, les cartels mexicains, on y reviendra, sont les cartels peut-être les plus puissants aujourd'hui au monde. Donc ils étaient déjà très puissants, mais ils se sont surarmés pour répondre à cette offensive répressive. Une sorte de militarisation générale. Exactement, militarisation d'un côté, donc du côté de l'État, et militarisation du côté des narcos. Et je rappelle que vous avez été de longue le correspondant du journal Le Monde au Mexique, et que vous avez notamment couvert ce narcotrafic qui allait galopant en connexion évidemment avec les États-Unis. On va revenir sur ce qui s'est produit à Marseille. Je voudrais vous faire écouter ce que disait ce matin l'ancien député La République En Marche marseillais, Saïd Hamada, qui était au micro Sud Radio de Patrick Roger sur l'assassinat du jeune frère d'Amine Kessassi. Je ne sais pas ce que seront les conclusions de l'enquête, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Marseille, pas une personne ne doute qu'il s'agisse d'un assassinat politique. Lorsque vous êtes protégé par la police, exfiltré de Marseille pour avoir écrit un livre, lorsque votre frère assassiné n'a absolument aucun lien avec la paix marseillaise, avec les trafics, qui préparait même le concours gardien de la paix, il est évident que le crime a été perpétré pour des raisons politiques. Aujourd'hui, la démocratie vacille. À Marseille, pour être très clair, des personnes comme moi, des engagés politiques comme vous, etc., lorsqu'on nous exprime à la radio, on réfléchira 2 fois lorsqu'on devra parler de narcotrafic. Et c'est là où il ne faut pas les laisser gagner. Les mots sont précis, Frédéric Saliba, ceux de cet ancien député marseillais Saïd Hamada, et il connaît le sujet. Il dit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est votre cas, au fait ? Alors, écoutez, c'est un sujet très compliqué, très personnel. Moi, j'ai des amis personnels qui sont morts au Mexique, des journalistes. Le Mexique est un des pays les plus dangereux pour les journalistes. Il y a des statistiques ? Il y a à peu près une quinzaine de journalistes qui meurent chaque année. Donc c'est quand même très important. C'est souvent des journalistes locaux, des journalistes qui sont sur le terrain. Pourquoi ? Parce que le narcotrafic en fait a une emprise locale, territoriale, et que évidemment lever la voix, nommer en fait des acteurs de ce narcotrafic est une prise de risque. Cela dit, la plus grosse prise de risque, c'est de se taire. C'est-à-dire que la logique mafieuse, et attention à cette tendance, et je suis complètement d'accord que des meurtres, en fait, dans ces meurtres qui ont lieu en plein jour, vous pensez bien que dans le mode opératoire de ces meurtres, il y a un message. Ce message ne s'adresse pas qu'à la victime, il s'adresse aussi à la population, aux journalistes et aux fonctionnaires. Frédéric Saliba, qu'est-ce que vous dites du mode opératoire qu'on a pu observer de ce que l'on en sait à Marseille ? Alors, le mode opératoire, justement, dans le cas du meurtre dont on parle, est évidemment un mode opératoire mafieux. 2 personnes sur une moto, un tireur derrière, un 9 mm, 5 tirs dans le torse. On n'est pas du tout... Là, on n'a pas affaire à des amateurs. Ils ne voulaient pas rater leur coup, les commanditaires de ce crime. Donc, en effet, c'est un crime avec préméditation, avec un mode opératoire qui est un mode opératoire mafieux. Ça, c'est clair et net. Et donc, oui, il y a une étape qui est franchie. En plus, nous avons donc
une piste qui est privilégiée. Il faut encore faire attention, mais en effet, quand même, enfin, moi j'ai un peu d'expérience et c'est vrai que bon, il serait quand même très étonnant que ce soit pas en tout cas une action du crime organisé. Cela dit. Attention, ce type de crime, en fait, c'est un message. Il faut arriver à lire ces messages, c'est-à-dire que la violence du côté du narcotrafic et du crime organisé est un mode de communication, un mode de gestion du narcotrafic. La violence est utilisée comme message. Et encore une fois, ce message ne s'adresse pas qu'aux frères de la victime. Il s'adresse à toutes les personnes qui sont engagées dans la lutte contre le narcotrafic à Marseille. Et vous imaginez bien qu'avec la perspective des municipales en mars 2026, la question devient hypersensible. Et on s'aperçoit que donc, en effet, les gangs deviennent des acteurs économiques avec ces milliards qui sont générés, acteurs sociaux avec cette emprise sur des populations locales, mais aussi acteurs politiques avec la perspective d'élections où, en effet, Amine Kessassi, élu local à Marseille, pourrait avoir comme ça des actions qui pourraient aller contre un business tellement lucratif qu'il justifie. Et encore une fois, je trouve ça complètement immoral, mais qui justifie un certain nombre de crimes en vue des bénéfices que ça rapporte. Alors il faut rappeler que ce militant, Amine Kessassi, a déjà perdu auparavant l'un de ses frères aînés, assassiné également, sans doute pour des raisons similaires. Vous avez raison d'être, quand je dis prudent, ça sent ce mode opératoire du narcotrafic. Attendons aussi les conclusions du procureur de la République, vous avez raison de rappeler, mais il y a ce parfum de mode opératoire, c'est assez nouveau en réalité, parce que certains disent ça a déjà toujours existé dans ce pays. On se rappelle des assassinats de magistrats qui ont pu se produire par le passé ou des règlements de compte, mais là la nouveauté c'est d'essayer d'imposer le silence et cela risque d'aller grandissant dans toutes les villes concernées. Oui, alors j'aimerais juste rectifier. En effet, dans le cas de Amine Kessassi, l'action d'Amine Kessassi contre le narcotrafic est née d'un premier crime contre son frère aîné. C'était en 2020. Alors ça, son frère aîné était impliqué dans le narcotrafic. Il l'a écrit. Il est mort, en fait, carbonisé dans une voiture, ce qu'on appelle un barbecue, dans le jargon criminel. Mais oui, en effet, il y a quelque chose de nouveau là. C'est-à-dire que normalement, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, il peut y avoir des proches d'activistes ou de narcotrafiquants, mais normalement, ces proches sont eux-mêmes impliqués dans le narcotrafic. Là, pourquoi on passe une étape ? Parce qu'en fait, le frère d'Amine n'avait absolument rien à voir. Il s'engageait même plutôt du côté des forces de l'ordre, puisque il allait devenir gendarme. Donc nous sommes en effet dans un nouveau mode en fait de pression, d'intimidation, encore une fois, qui vise directement Amine Kessassi, mais aussi toutes les personnes qui s'engagent contre le narcotrafic, voire les populations à Marseille, pour maintenir une certaine omerta. Mais dans ce mode d'action, moi je vois quelque chose que j'ai vu en Amérique latine, c'est-à-dire que c'est une pratique qu'on n'a pas vue tant que ça en Italie, par exemple, où on avait tendance à s'attaquer à des proches, mais des proches impliqués dans le narcotrafic, alors que là, ça touche un innocent. Et ça, je l'ai vu en Amérique latine. Alors, nous sommes en ligne avec vous. Kamel, bonjour Kamel. Bonjour. Vous nous appelez d'Avignon. Et que dites-vous ce matin, Kamel ? Vous le constatez, on va dire, vous la constatez, cette montée de la violence due au narcotrafic ? Mais il y a longtemps, honnêtement, il y a longtemps, si vraiment nos hommes politiques nous disaient la vérité, enfin, ceux qui nous gouvernent nous disaient la vérité, ça fait très longtemps que la chose a commencé. C'est pas de hier ni d'aujourd'hui. Franchement, je suis en colère contre ça. Parce que nous, on le voyait arriver. Pourtant, nous, on était des gens des quartiers. On voyait arriver les choses. On voyait arriver. Maintenant, on arrive à une situation où l'omerta commence à s'imposer. C'est un truc de fou, quand même. Et là, on tue. Là, quand vous dites qu'ils ont tué le frère de l'autre et cela, ça se faisait déjà. Déjà, il n'y a pas très longtemps, à Romans, il y avait des gens du narcotrafic là, qui disaient au quartier qu'ils allaient enlever leurs enfants à l'école. Vous vous rappelez de cette histoire ou pas ? À Romans, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans en arrière ou 5 ans en arrière. Donc aujourd'hui, on nous fait la pucelle, les gens du gouvernement nous jouent la pucelle à qui on a volé un petit bisou. Mais non, ça c'est. On savait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Faut pas être idiot. Kamel, vous êtes de quelle génération, Kamel ? Moi je suis 60 ans, j'ai 60 ans. Quoi. 60 ans, Kamel. Vous, à Avignon, finalement, dans les quartiers à Montclar et ailleurs, il y a toujours eu. Enfin, on a senti cette montée du trafic, de tous les trafics.
chez nous, c'est autre chose. Chez nous, on est en train de faire de notre ville une cité dortoir. C'est pas pareil. C'est normal qu'on trouve plus facilement. Il y a eu des tirs, il y a eu des meurtres. Mais c'est un truc quand même. C'est pas la même chose. Je vous le dis, il y a du narcotrafic, c'est clair, mais c'est pas la même chose. Là, on est en train de toucher quand même des institutions françaises. On défie l'État. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un défi qui est fait à l'État. Comment on en sort, Kamel? Parce que chacun a un peu son avis sur la question. Il y en a qui disent les sécuritaires, ça suffit pas. D'autres qui vous diront il n'y a pas assez de présence de forces de sécurité. Quelle est la bonne jauge à vos yeux, Kamel? Vous avez une certaine expérience quand même à Avignon. Un Kamel n'est plus en ligne. Bon, un Kamel qui dit une chose essentielle, Frédéric Saliba. Il dit vous êtes de nouveau là, Kamel. Ravi de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on fait, Kamel? J'ai une question à vous poser. J'ai une chose qui m'inquiète. Je suis sûr que dans nos hommes politiques, il y en a même qui doivent se flipper de ces gens-là. Dans notre gouvernement, je suis sûr et certain qu'il y a des députés qui doivent se la fermer et des trucs comme ça. Je suis sûr et certain que des membres du gouvernement flippent de ces gens-là. Voilà. Les gens qui sont sur le territoire. Allez, on va essayer de vous répondre, Kamel. Merci d'avoir fait cette précision en direct d'Avignon. Merci, Kamel, pour ce témoignage. On va se retrouver dans un court instant. On va méditer sur ce que nous a dit Kamel avec vous, Frédéric Saliba. Au fond, y a-t-il une forme de corruption, d'ailleurs, qui peut s'organiser auprès d'une pression, auprès des élus, une forme de corruption? C'est dit ça et là. Alors, attention. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est très intéressant l'intervention de Kamel, d'abord par rapport à la charge émotionnelle qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'on voit bien que la réaction est la réaction voulue par les criminels. Ils veulent une forme de sidération et c'est ça qui défie l'État quelque part. C'est le pacte social qu'on peut avoir qui est brisé en fait à un moment donné par rapport à des gens qui ne respectent pas ça. Revenant sur la corruption, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de narcotrafic sans corruption. Pour que la drogue arrive sur le territoire français, il faut de la corruption. Allez, on va revenir sur cette question essentielle, fondamentale. Il y a le congrès des maires qui démarre demain. Avec vous, Frédéric Saliba, dans La Vérité en face, 9h44. À tout de suite, vous nous appelez si vous voulez témoigner encore au 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Sommes-nous démunis? L'État est-il à la hauteur face au narcotrafic après ce qui s'est produit à Marseille? Nous l'évoquons avec Frédéric Saliba, notre invité, journaliste, auteur de Cartel, voyage au pays des narcos aux éditions du Rocher. Vous avez vécu de longue date, de longue haleine au Mexique. Vous connaissez ces sujets, vous voyez leur duplication chez nous en France. Et nous sommes en ligne avec François. Vous nous appelez de Nîmes. Bonjour François. Oui, bonjour à tous. Que dites-vous, bonjour François, bienvenue, que dites-vous ce matin sur ce narcotrafic qui est en train de gagner pas seulement les métropoles mais aussi toutes les villes moyennes? Malheureusement, moi je dis, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui bénéficient d'aide sociale, tout confondu, KFRSA, autres, et qui malheureusement vont acheter de la drogue. Alors moi je me dis, je pose une question, mais est-ce que c'est pas nous qui finançons quelque part une partie des achats de drogue à travers les aides sociales? Alors moi je serais d'accord pour dire, écoutez, vous venez, vous faites un test, si vous êtes négatif, au cas où on vous donne les aides sociales, positif, on vous retire toutes les aides sociales. Comme ça au moins ça va poser un frein au financement. Vous voulez dire quoi? Vous disiez retirer les aides sociales, mais également quoi, les logements sociaux et tout le reste aux personnes liées. Tout, il faut plus arrêter. On n'est plus des bébés, on n'est plus des enfants. Le monde du bisounours est terminé, on le voit bien. Donc maintenant, il faut responsabiliser les gens. Tu te drogues, je suis désolé, on te suce pas les aides sociales et autres, et comme ça tu pourras plus en acheter. Oui, François, vous de financer avec nos impôts les aides sociales. François, comment vous ressentez le sujet à Nîmes? On n'est pas très loin d'Avignon, on était à Avignon il y a un instant. J'en parle avec des gens, j'ai eu employé des personnes qui après gagnaient plus en restant chez soi qu'avec moi. Donc je le comprends, c'est vrai, quand on fait le calcul, c'est vite. Et puis après je dis, mais sur 100 euros que tu touches, combien tu vas mettre dans la drogue? Il me dit, plus de 50 euros, facile. Parce que moi c'est payé, donc je peux mettre 50, 60, 70 euros sur 100 euros pour la daube. Allez. Non, ça c'est super. Donc c'est nous qui finançons indirectement une partie du trafic de drogue. Une forme d'hypocrisie que vous dénoncez ce matin, François. Merci François, depuis Nîmes. Merci pour ce témoignage. Nous allons tenter de vous répondre, François, et également tout à l'heure, Kamel, avec vous, Frédéric Saliba. D'abord sur ce que dit François à l'instant, il y a une forme... Alors c'est un aspect
hein, du problème. L'histoire des aides sociales, c'est souvent soulevé avec les attributions de logements sociaux, hein, avec les bailleurs. Quelle est la bonne réponse, Frédéric Saliba? Je ne sais pas. Je vous avoue que ça n'est qu'une partie du problème, mais il y a ce que dénonce aussi notre auditeur Frédéric, c'est le côté hypocrisie du système qui se nourrit de lui-même, en fait. Oui, alors il y a un aspect très pervers hein, dans le narcotrafic et l'influence. Bon, comment vous dire, moi je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce qu'on parle du consommateur, on culpabilise une fois de plus le consommateur, alors qu'en fait on s'aperçoit que les drogues ont toujours existé, elles sont là depuis des années, et nous avons, alors c'est pas du tout les mêmes drogues aujourd'hui, mais enfin quand même, la pratique, on oppose toujours consommateurs, vendeurs, on responsabilise le gouvernement. D'ailleurs on a vu cette campagne de Bruno Retailleau culpabilisant les consommateurs. Moi, je ne partage pas cet avis. Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même un débat de société à faire et on sent un certain tabou. On parlait de la corruption. Il n'y a pas de produit sans consommateur. Hein, il n'y a pas de produit sans consommateur, mais il y aura toujours des consommateurs. Il y aura sans doute toujours des produits. La grande question, c'est de savoir comment on s'attaque au narcotrafic. Vous voyez, ce qui serait plus intéressant, c'est de parler du blanchiment d'argent. Pourquoi? Parce que le narcotrafic et ces grands barons de la drogue, vous pensez bien que c'est pas les petits jeunes en bas des cités qui parfois ont 12 ans d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé à Grenoble, qui sont de plus en plus jeunes, qui sont quelque part des prolétaires du narcotrafic. Ces consommateurs qui ont des aides sociales et qui consomment sont des petits consommateurs. C'est pas vraiment, on peut pas vraiment parler de phénomène. C'est pas ça qui réglera le problème quelque part. Oui, en effet, c'est intéressant ce que dit votre auditeur, mais ça ne réglera pas le problème. En revanche, si on s'attaquait réellement, et on commence, le gouvernement quand même a pris conscience, il y a justement cette nouvelle loi contre le narcotrafic qui se met en place, on a vu ces prisons de haute sécurité et ce renforcement qu'on peut voir du parquet, hein, donc ça c'est très intéressant. Par contre, sur le blanchiment d'argent, on est encore beaucoup trop timide sur la cause première, et la cause première, encore une fois, du narcotrafic, c'est l'argent. Et donc, attaquons-nous aux vraies causes. Kamel semblait parler de corruption tout à l'heure, hein. Alors, c'est pas simple à jauger. Il faut qu'il y ait des procédures judiciaires en cours pour pouvoir savoir si oui ou non c'est réel. Alors, ce que je vais dire est un peu provocateur, mais ça va faire plaisir à Kamel, c'est que quelque part, si on avait été au Mexique, je vous aurais dit clairement, il n'y a pas de narcotrafic sans narcopolitique. Pourquoi? Parce qu'en Amérique latine, des politiciens sont forcément impliqués dans le narcotrafic pour permettre, en fait, que l'administration publique, pas seulement des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires, mais enfin plutôt des hauts fonctionnaires et des élus sont impliqués. En France, je serais beaucoup plus... Nous n'en sommes pas encore là. On n'en est pas encore là. Cela dit, qui ne résisterait pas à des propositions, et on parle quand même de 6 milliards d'euros par an générés par le narcotrafic, et que par le narcotrafic. Ensuite, vous avez d'autres domaines du crime organisé. Et donc, qui pourrait résister à un bac chiche de 200 000, 300 000 euros on vous propose comme ça d'avoir une somme d'argent très importante. On sait que la corruption fait partie de la société. On ne la découvre pas. Simplement, là, on a affaire à un spectre, en fait, à un secteur hyper rentable ou qui draine en fait des sommes colossales en liquide. Et donc forcément qui amène une possibilité de corruption. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Mexique, qui a, à mon sens, 15 ans d'avance du mauvais côté, dans le fait d'une société complètement infiltrée par le crime organisé. Il y a eu d'ailleurs ce week-end à Mexico une énorme manifestation contre la corruption du gouvernement. Donc on va voir de plus en plus en Europe et en France des marches contre la violence, qu'on a pu voir en Corse par exemple. Mais vous allez voir qu'on va voir dans l'avenir des marches contre la corruption aussi. Et ça, on va le voir arriver avec les élections municipales où il y aura forcément des pressions sur des élus, des candidats. Et je peux vous dire qu'au Mexique, on n'en est plus là, c'est-à-dire que les narcotrafiquants placent directement leurs candidats sur les listes électorales. Et donc on est à une deuxième étape. Alors, en France, on n'y est pas, mais quand même, il y a des similitudes, et surtout, moi, ce que je m'aperçois, je suis rentré en France, ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant que je suis rentré, et je peux vous dire que tous les 3 mois, on passe une étape, quand même. Ce qui se passe par rapport au crime du frère Kessassi, d'Amin Kessassi, c'est une étape supplémentaire. Et tous les 3 mois, on voit ça. Tous les 3 mois, c'est-à-dire que ça va très très vite. Ultime mot avec vous. Vous êtes
pessimiste, Frédéric Saliba. Je vous sens un petit peu, je vais vous dire. Et je le suis simplement. Pourquoi ? Parce que, je me félicite du fait que le gouvernement prenne les choses en main. Simplement, cette politique du tout répressif, où on ne se focalise que sur le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Alors, où sont les ministères de la Ville, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé pour avoir un plan global et avoir la possibilité de s'attaquer à un problème hyper complexe, multifacette, et qui est au cœur de nos sociétés. Merci à vous, Frédéric Saliba. Je rappelle votre ouvrage Cartel, voyage au pays des narcos, aux éditions du Rocher. Vous êtes un vrai connaisseur de ces questions et merci d'avoir porté ce regard sur ces déclinaisons qui malheureusement semblent advenir en France. Merci également à Joseph Ruiz qui m'a permis de préparer ce débat dans La Vérité en face. Et bonjour à vous et bienvenue. Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-François. Oui, c'est moi effectivement. Vous retrouverez, ne vous inquiétez pas, Valérie Expert, très prochainement. On l'embrasse très fort. Mettez-vous d'accord. Au programme, mettez-vous d'accord. Comment est-il encore possible d'insulter plus d'un tiers des électeurs ? On reviendra sur cette phrase du chanteur Alain Souchon qui traite les Français qui votent RN de cons, je cite. On va se poser aussi la question, faut-il mettre fin au logement social à vie ? Revenir notamment sur les propos que vous avez entendus dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger. Et puis cette ambiance de fin de règne d'Emmanuel Macron, même le salon de Choose France est délocalisé. Ce sera loin de la Galerie des Glaces. C'est plus Versailles ici, ce sera à la Maison de la Chimie. Il n'y aura plus de grands patrons étrangers. Ambiance de fin de règne. Il y aura vous avez un dîner à l'Élysée. Oui, ce sera déjà ça, mais avec qui ? C'est ce qu'on verra. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous tous sur Sud Radio. Évidemment, nous reviendrons sur ce qui s'est passé à Marseille, comme vous, Jean-François. Est-ce que c'est le narcotrafic qui fait sa loi en France, partout, dans les quartiers, ailleurs ? 0826 300 300. Prenez la parole, on vous la donne sur Sud Radio. Bonne émission.